L'air vif de l'automne colporte des murmures à travers Middlemarch, une bourgade où les traditions s'accrochent à chaque pavé et où les commérages se répandent plus vite que le vent. Dorothea Brooke arpente ses rues, la tête haute, ignorant les sourcils levés et les chuchotements qui suivent son passage. Sa nature non conformiste est une flamme qui refuse de s'éteindre face aux normes étouffantes de la vie provinciale. Tandis que les autres jeunes femmes s'adonnent aux travaux d'aiguille et aux visites de courtoisie, l'esprit de Dorothea bouillonne d'idées grandioses. Elle se penche sur des croquis architecturaux, rêvant de maisonnettes pour les démunis qui apporteraient de la dignité à leur existence. Ses doigts, plus habitués aux pages rugueuses des ouvrages philosophiques qu'aux broderies délicates, esquissent des plans imaginaires dans l'air pendant sa promenade. Un matin où les arbres arborent leur parure automnale, Dorothea lâche une bombe qui fait l'effet d'un séisme à Middlemarch. « J'ai accepté la demande en mariage de M. Casaubon », annonce-t-elle, d'une voix posée mais les yeux brillants d'une excitation presque fiévreuse. Les mots flottent dans l'air comme une brume, s'infiltrant lentement dans les esprits abasourdis de sa famille. Sir James Chatham, qui nourrissait l'espoir de conquérir le cœur de Dorothea, se sent foudroyé. Son visage blêmit et il s'agrippe au dossier d'une chaise pour garder l'équilibre. Casaubon parvient-il à articuler, le nom ayant un goût amer sur sa langue. Célia, la sœur de Dorothea, ne peut dissimuler son effroi. Mais Dodo, proteste-t-elle, utilisant le surnom d'enfance qui lui semble soudain plus approprié que jamais. Il est si vieux. Le mot vieux s'étire entre elles, lourd d'inquiétudes inexprimées. Monsieur Brooke, leur oncle et tuteur, passe une main dans ses cheveux clairsemés, son visage trahissant des émotions contradictoires. Eh bien, marmonne-t-il, je suppose que si c'est ce que tu souhaites, ma chère. Ces paroles d'approbation sortent à contre-cœur, comme l'eau d'une pompe rouillée. Mais Dorothea ne remarque pas leur réaction, son esprit s'élançant déjà vers la vie qu'elle imagine. Dans ses rêveries, elle se voit aux côtés de Casaubon, penchés sur des textes anciens, leurs têtes rapprochées alors qu'ils élucident les mystères du passé. La perspective d'un partenariat intellectuel l'enivre, la remplissant d'une excitation grisante qu'aucun doute ne saurait ternir. Le jour des noces arrive, apportant avec lui une tension palpable qui flotte dans l'air comme un brouillard. Lorsque Dorothea remonte l'allée, sa robe blanche semble irradier d'une lumière presque surnaturelle. Casaubon l'attend à l'hôtel, son allure érudite contrastant fortement avec la jeunesse vibrante de sa promise. L'échange des vœux résonne dans l'église, chaque mot chargé du poids des doutes inavoués et des espoirs fervents. Rome, avec sa beauté intemporelle et ses mystères ancestraux, aurait dû être le décor parfait de leur lune de miel. Au lieu de cela, elle devient le théâtre du douloureux éveil de Dorothea. La grandeur de la ville éternelle ne fait que souligner le fossé grandissant entre ses nobles attentes et la dure réalité de son mariage. Alors qu'il déambule dans les ruines du Forum, les tentatives de Dorothea pour engager la conversation avec Casaubon se heurtent à des réponses sèches et pédantes qui lui donnent l'impression d'être plus une élève qu'une épouse. Les pierres sous ses pieds semblent murmurer des histoires d'empires élevés et déchus, de rêves brisés comme les colonnes effondrées qui les entourent. Les nuits romaines, que Dorothea avait imaginées remplies de discussions stimulantes et de découvertes partagées, se transforment en un supplice de silence. Elle reste éveillée, écoutant la respiration régulière de Casaubon, se sentant plus seule que jamais. Le clair de lune qui filtre à travers la fenêtre paraît froid et distant, à l'image de l'homme qui dort à ses côtés. Les jours se fondent dans les semaines, et Dorothea se retrouve de plus en plus souvent à errer seule dans les ruelles sinueuses de Rome. Ses pas résonnent contre les murs anciens, chaque foulée lui rappelant l'immense écart entre ses rêves et la réalité. Le poids de sa décision hâtive l'accable, aussi lourd que le dôme de la basilique Saint-Pierre qui domine la ville. Alors que le soleil se couche sur Rome, projetant de longues ombres sur la cité, Dorothea se tient au bord de la colline du Pincio. Le panorama de la ville éternelle s'étend devant elle, une tapisserie d'histoire et d'ambition humaine. Mais tandis qu'elle contemple ce spectacle, tout ce qu'elle perçoit est le gouffre béant entre ses idéaux romantiques et la vérité froide et implacable de son mariage. Les derniers rayons du soleil s'éteignent, emportant avec eux les ultimes vestiges de l'optimisme juvénile de Dorothea. Tandis que l'obscurité enveloppe Rome, un vent glacial se lève, apportant avec lui le parfum du changement. À l'insu de Dorothea, à cet instant précis, une calèche entre dans Middlemarch, transportant un passager dont l'arrivée déclenchera des événements qui ébranleront les fondations de son monde. Le docteur Tertius Lydgate arrive en ville, les yeux brillants de détermination, prêt à laisser son empreinte sur Middlemarch et peut-être aussi sur la vie de Dorothea. Le docteur Tertius Lydgate fait son entrée à Middlemarch, les yeux brillants de détermination. Ce jeune médecin, à peine trentenaire, est porteur d'une vision qui va bouleverser les fondements de la pratique médicale dans cette bourgade assoupie. Les rues pavées résonnent du claquement des bottes cirées de Lydgate,
qui traverse la ville d'un pas assuré. L'air est chargé de l'odeur du pain frais et du parfum terreux des attelages. Les têtes se tournent sur son passage, les yeux s'écarquillent à la vue de ce bel inconnu. Sa présence est comme un coup de vent dans une pièce confinée, soulevant la poussière accumulée depuis longtemps. Des chuchotements le suivent, mêlant curiosité et scepticisme. Vous avez entendu? Il parle de microbes et d'hygiène comme si c'était la panacée, murmure une femme à son compagnon. Les idées modernes de Lidgate sur l'hygiène et la prévention des maladies sont aussi étrangères à Middlemarch que les rivages lointains de l'Inde. Lors d'une réunion locale, dans une atmosphère chargée du parfum des dames et de l'odeur boisée du tabac, le regard de Lidgate croise celui de Rosamond Vincy. Elle se démarque telle une fleur délicate dans un champ de mauvaises herbes, sa robe de soie bleu pâle bruissant doucement à chacun de ses mouvements. Des boucles dorées encadrent un visage qui semble avoir été sculpté par le plus habile des artistes, et ses yeux pétillent d'intelligence et d'ambition. Le cœur de Rosamond s'emballe à l'approche de Lidgate. Elle y voit l'opportunité d'une vie au-delà des limites étouffantes de Middlemarch. Elle tend sa main, aussi douce et blanche que de la crème fraîche, et Lidgate la saisit, ignorant qu'il est en train d'être évalué pour un rôle dans l'avenir soigneusement orchestré de Rosamond. « Docteur Lidgate, dit-elle d'une voix suave, j'ai tant entendu parler de vos idées révolutionnaires. Comme ce doit être exaltant d'être à la pointe de la science médicale. » Lidgate sourit, charmé par son intérêt. En effet, mademoiselle Vincy, il y a tant à faire, tant de vies à sauver grâce à des connaissances et des soins appropriés. Tandis qu'ils conversent, l'esprit vif de Rosamond s'active, échafaudant des plans. Lidgate est son billet pour une vie plus grandiose, et elle compte bien saisir cette chance. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le bureau de M. Brooke bourdonne d'une énergie nouvelle. Will Ladislow, un jeune homme à l'âme de poète et à l'esprit vagabond, s'est installé comme secrétaire de M. Brooke. Sa présence est comme une touche de couleur vive sur la toile terne de la vie de Middlemarch, son allure bohème et ses idées non conventionnelles faisant des remous dans les eaux calmes de la politique locale. Will s'est lancé dans son travail avec la fougue de la jeunesse, son esprit s'illuminant de possibilités de changement. Pourtant, alors même qu'il se plonge dans les moindres détails de la gouvernance locale, une partie de lui aspire à quelque chose de plus, quelque chose d'indéfinissable qui semble hors de portée. La réponse à ce désir arrive avec le retour de Dorothée de Rome. L'air semble scintiller autour d'elle lorsqu'elle descend de la calèche, les yeux brillants des merveilles qu'elle a vues. Oui, qu'il aperçoit de loin, a l'impression que le monde vient de basculer sur son axe. Leur première rencontre est comme le choc d'un silex et d'un acier, déclenchant un embrasement intellectuel. Les mots coulent entre eux comme un torrent, les idées fusent à une vitesse vertigineuse. Dorothea a trouvé en Will une âme sœur, quelqu'un capable de rivaliser avec sa passion pour la connaissance et la réforme. Pour Will, Dorothea est une révélation, un esprit aussi vaste et beau que l'art qu'il adore. Tandis qu'ils se promènent dans les jardins, absorbés par leur conversation, le reste du monde semble s'estomper. Le doux parfum des roses se mêle à l'arôme de la terre fraîchement retournée, créant une fragrance enivrante qui semble exacerber leurs sens. Votre expérience à Rome a dû vous transformer, dit Will, ses yeux ne quittant pas le visage animé de Dorothea. Les yeux de Dorothée pétillent d'enthousiasme. Oh, oui, c'était comme entrer dans une œuvre d'art vivante. L'histoire, la culture, l'ampleur des réalisations humaines. Cela m'a ouvert les yeux sur tant de choses. Ni l'un ni l'autre ne remarque l'ombre qui assombrit le visage de Casaubon, qui observe la scène depuis une fenêtre, sa plume figée en plein mouvement. L'aisance manifeste entre sa jeune épouse et son cousin bohème a semé une graine de malaise dans son cœur, une graine qui se transformera en une vigne enchevêtrée de suspicion et de ressentiment. Le soleil commence à décliner sur Middlemarch, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. Lorsque Dorothea et Will se séparent, leurs regards s'attardent l'un sur l'autre un instant de trop. Dans ce regard, il y a la promesse de futures rencontres, de conversations à venir et de complications qu'aucun des deux ne peut encore prévoir. Alors que Dorothea regagne le manoir de Louis, un sentiment de malaise s'empare d'elle comme un lourd manteau. La grande demeure se dresse devant elle, ses fenêtres sombres et peu accueillantes. Elle hésite sur le seuil, la main sur la poignée froide. Le souvenir du sourire chaleureux de Will et de sa conversation passionnante rend la perspective de retourner dans le bureau silencieux de son mari encore plus intimidante. Inspirant profondément, elle pousse la porte, ignorant que sa vie est sur le point de prendre un tournant qui mettra à l'épreuve les fondements mêmes de son mariage et sa propre conception de l'amour et du devoir. La vie de Dorothea au manoir de Louis s'est enlisée dans une routine pesante. Au fil des jours, elle se sent de plus en plus frustrée par la froideur de son mari et son obsession dévorante pour ses travaux d'érudition sur la mythologie. Les grands halls du manoir résonnent d'un silence oppressant, rompu uniquement par le grattement de la plume de Casaubon et le froissement occasionnel des tomes anciens.
L'air est chargé de l'odeur de renfermer des vieux livres et des déceptions inavouées. Les pas de Dorothea, légers et hésitants, troublent à peine l'épaisse moquette lorsqu'elle s'approche du bureau de son mari. Le cœur battant, les yeux brillants d'impatience, elle espère pouvoir l'aider. « Édouard, je me demandais si je pouvais vous être utile aujourd'hui. » Sa voix tremble légèrement, mêlant anticipation et appréhension. Casaubon répond par un geste dédaigneux, sans quitter des yeux les pages jaunies devant lui. « Pas maintenant, ma chère. Je suis à un moment crucial. » Les épaules de Dorothea s'affaissent, son offre d'aide s'évanouit comme une pierre jetée dans un puits sans fond, sans écho, sans reconnaissance. Elle recule, le cœur lourd de ce rejet. Dehors, l'automne peint le paysage d'une explosion d'or et de pourpre. L'air vif porte le parfum des feuilles mortes et de la fumée des bois lointains. C'est dans ce cadre vivifiant que Dorothea trouve du réconfort auprès de Louis Ladislau. Sa présence est comme une bouffée d'air frais, dissipant l'atmosphère étouffante de sa vie conjugale. « Dorothea » s'exclame Louis, le visage rayonnant. « Je viens de lire un ouvrage fascinant sur l'art italien. J'ai tout de suite pensé à vous. » Leur conversation pétille d'énergie intellectuelle et de rire. L'esprit vif et les opinions passionnées de Louis contrastent fortement avec l'attitude austère et académique de Casaubon. Dans ces moments-là, Dorothea se sent vraiment vivante, son esprit s'épanouissant au-delà des murs du manoir. Mais cette joie est éphémère. Les yeux de Casaubon, habituellement rivés sur des manuscrits poussiéreux, commencent à se plisser de méfiance. La graine de la jalousie prend racine dans son cœur, étouffant tout reste de tendresse envers sa jeune épouse. Un matin frais, alors que Dorothea est assise dans le jardin, perdue dans ses pensées, Casaubon s'approche. Son visage est orageux, sa voix aussi cassante que des feuilles mortes. « Ma chère, je dois insister pour que vous limitiez vos interactions avec M. Ladislau. Sa présence ici perturbe mon travail. » Ces mots frappent Dorothea comme un coup physique. Elle ouvre la bouche pour protester, mais le regard inflexible de Casaubon la fait taire. Le cœur lourd, elle acquiesce, sentant son monde se rétrécir. Dès lors, les visites de Louis au manoir cessent. Dorothea se retrouve prisonnière d'une cage dorée, ses journées remplies de solitude et de potentiel inassouvi. Elle erre dans les couloirs comme une âme en peine, ses doigts effleurant les murs de pierre froide, son esprit tiraillé entre le devoir et le désir. Le poids de son alliance s'alourdit chaque jour, rappel constant des vœux qu'elle a prononcés. Pendant ce temps, dans l'effervescence de Middlemarch, une autre histoire d'amour s'épanouit. Lydgate, le jeune médecin ambitieux, se retrouve pris dans les filets des charmes de Rosamond Vincy. Ses boucles dorées captent la lumière du soleil, son rire teinte comme une clochette d'argent. Rosamonde, les yeux bleus pétillants d'ambition, voit en Lydgate la clé d'une vie plus grandiose. Elle joue son rôle à la perfection, telle une actrice consommée sur la scène de la séduction. Chaque sourire timide, chaque compliment bien placé ensorcelle un peu plus le cœur de Lydgate. « Oh, docteur Lydgate, dit-elle d'une voix douce et mélodieuse, votre travail semble si important. Quelle chance pour Middlemarch de vous avoir. » Aveuglé par l'amour et l'optimisme de la jeunesse, Lydgate ne perçoit pas le fossé qui sépare leurs attentes. Il rêve de recherches médicales révolutionnaires, de nuits passées devant des microscopes et d'aubes dans les services hospitaliers. Dans son esprit, il voit Rosamonde à ses côtés, partenaire dévoué dans sa noble quête. Rosamonde, dissimulée derrière sa façade de douceur, nourrit des rêves bien différents. Elle s'imagine au cœur de grandes réceptions, parée de belles robes, menant une vie bien loin de l'ennui provincial de Middlemarch. En Lydgate, elle ne voit pas un médecin dévoué, mais un tremplin social. Alors que les premiers flocons de l'hiver commencent à tomber, saupoudrant les rues de Middlemarch d'un doux manteau blanc, Lydgate met un genou à terre. La bague qu'il tient brille à la lueur du feu, l'espoir illumine ses yeux. L'acceptation joyeuse de Rosamonde scelle leur destin, déclenchant une série d'événements qui façonneront leur vie d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. « Oui, oh oui !» s'exclame Rosamonde, les yeux brillants de larmes de joie, ou peut-être de triomphe. Lydgate la serre dans ses bras, le cœur gonflé d'amour et de rêve pour leur avenir commun. Il est loin de se douter que sous ces airs angéliques se cache une volonté de faire et des attentes qui mettront à l'épreuve les fondements même de leur union. Tandis que les jeunes fiancés savourent leur bonheur, une ombre se profile à l'horizon, invisible et insoupçonnée. Dans une modeste maison à l'autre bout de la ville, Fred Vincy, le frère de Rosamonde, se tourne et se retourne dans son lit. Son front est moite, sa respiration difficile. Alors que l'horloge sonne minuit, il pousse un gémissement de douleur, son monde sur le point d'être bouleversé par une maladie inattendue et grave qui va provoquer une onde de choc dans les vies entremêlées des habitants de Middlemarch. Fred Vincy, le frère de Rosamonde, est un jeune homme de 24 ans sans but dans la vie. Son existence est sur le point d'être bouleversée par une maladie grave et inattendue.
Les rues de Middlemarch bourdonnent de murmures et de regards inquiets lorsque la nouvelle de la fièvre typhoïde de Fred se répand comme une traînée de poudre. La ville, d'ordinaire animée par le doux ronronnement du quotidien, semble retenir son souffle, dans l'attente de nouvelles sur l'état de santé du jeune homme. Chez les Garth, le cœur de Mary se serre d'inquiétude. Elle s'interrompt dans son ouvrage, les mains posées sur le raccommodage sur ses genoux, songeant à Fred. La lumière du soleil qui filtre par la fenêtre paraît narguer la noirceur de ses pensées. Elle l'imagine, son habituel sourire espiègle remplacé par une grimace de douleur, et cette image lui broie le cœur. « Mary !» La voix rauque de M. Featherstone interrompt sa rêverie. « Où est montée, ma petite ?» Chassant ses soucis, Mary se lève pour s'occuper du vieil homme. Mais tandis qu'elle vaque à ses occupations, son esprit ne cesse de revenir à Fred, telle l'aiguille d'une boussole retrouvant invariablement le nord. Pendant ce temps, la demeure des Vincy s'est muée d'un havre d'agitation joyeuse en un antre d'angoisse. Madame Vincy arpente les pièces, ses jupes bruissant comme des ailes affolées, ses joues habituellement roses désormais blêmes d'inquiétude. Le rire jovial de M. Vincy, autrefois omniprésent, brille par son absence. L'air est chargé de craintes inavouées et de prières chuchotées. Dans cette atmosphère oppressante, le docteur Lydgate fait irruption, sa présence tel un souffle d'air frais. Ses pas assurés résonnent dans le couloir alors qu'il se dirige vers la chambre de Fred. La famille le suit des yeux, l'espoir et la peur se disputant dans leurs regards. Fred gît dans son lit, l'ombre de lui-même. Sa peau, d'ordinaire éclatante de jeunesse et de vigueur, a maintenant la pâleur d'un vieux parchemin. La sueur perle sur son front, chaque gouttelette témoignant de la fièvre qui le consume. Dans son délire, il appelle d'une voix faible et brisée. « Mary! Mary !» Le nom flotte dans l'air, à la fois supplication et bouée de sauvetage. Le docteur Lydgate fronce les sourcils en examinant son patient, ses mains expertes se mouvant avec une efficacité éprouvée. La pièce est silencieuse, hormis la respiration laborieuse de Fred et les murmures occasionnels du médecin. Les jours se fondent dans les nuits tandis que Fred lutte contre la fièvre. La ville retient son souffle et des prières s'élèvent de chaque foyer. Lentement, sous les soins du docteur Lydgate, le vent tourne. La fièvre finit par céder, laissant Fred affaibli mais vivant. Alors que ses forces reviennent peu à peu, une nouvelle énergie s'éveille dans l'esprit de Fred. Cette proximité avec la mort a laissé des traces, non seulement sur son corps, mais aussi dans son âme. Il se surprend à contempler le monde par la fenêtre et, pour la première fois, s'interroge sur sa place. Les visites de Mary deviennent son ancre, un lien avec le monde au-delà de sa chambre de malade. Elle s'assoit près de son lit, sa présence à la fois réconfortante et stimulante. « Il faut que tu trouves ta voie, Fred, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Un homme a besoin d'un but dans la vie. » Ces paroles s'enracinent dans le terreau fertile de l'esprit nouvellement éveillé de Fred. Allongé, le plafond au-dessus de lui devient une toile blanche pour ses pensées et ses rêves. Il voit, avec une clarté saisissante, l'homme qu'il était, sans direction, irresponsable. Et pour la première fois, il désire ardemment changer. Le soutien de la famille Garth durant cette période est inébranlable. Caleb Garth, avec ses mains usées et ses yeux emplis d'une sagesse durement acquise, devient une source d'inspiration. Fred boit chaque parole lors des visites de Caleb, s'imprégnant des leçons d'une vie bâtie sur le travail et l'intégrité. À mesure que Fred reprend des forces, sa détermination s'affermit. La maladie qui avait menacé de le briser l'a en réalité forgé à nouveau. Il commence à envisager son avenir avec un sérieux qui le surprend lui-même. La voie à suivre n'est pas claire, mais pour la première fois, Fred se sent prêt à l'affronter. Dans les moments calmes de sa convalescence, quand la maison est silencieuse et que le monde semble lointain, Fred fait un vœu silencieux. Il deviendra un homme de valeur, digne de l'amour et du respect de Mary. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais en regardant par la fenêtre la vie trépidante de Middlemarch, Fred sent une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Alors que Fred fait ses premiers pas à l'extérieur, savourant la caresse du soleil sur son visage et la brise dans ses cheveux, une agitation dans la rue attire son attention. Une foule se forme, les visages empreints d'inquiétude. Au centre, il distingue la silhouette d'Edward Casaubon, agrippé à sa poitrine et haletant. La joie de vivre nouvellement acquise de Fred se sent soudain fragile face à ce rappel brutal de la mortalité. Le mariage de Tertius Lydgate et de Rosamond Vincy a mis Middlemarch en émoi. Leur cérémonie somptueuse est devenue le sujet de conversation de la ville, alimentant les commérages et les spéculations sans fin. Les cloches de l'église carillonnent à tout va, résonnant dans les rues pavées. Le soleil traverse les vitraux, projetant une myriade de couleurs sur les invités. À la sortie des jeunes mariés, une pluie de confettis s'abat sur la robe immaculée de Rosamond et le costume élégant de Lydgate. L'air est chargé du parfum des roses et des bavardages excités.
Le visage de Rosamonde rayonne de triomphe, ses yeux bleus pétillent de l'admiration qu'elle suscite. Lydgate, lui, affiche une expression plus réservée, son sourire teinté d'une pointe d'incertitude. Leur nouvelle vie commence comme un conte de fées. Ils emménagent dans une maison qui semble dépasser leurs moyens, les pièces résonnant du vide de leurs pas. Rosamonde parcourt les lieux, effleurant de ses mains délicates les meubles coûteux et les décorations raffinées. « Il nous faut ceci, Tertius, dit-elle, sa voix douce comme le miel mais ferme. C'est indispensable à notre rang. » Lydgate, tiraillé entre son amour et son anxiété grandissante, se surprend à acquiescer plus souvent qu'à son tour. Chaque hochement de tête est un nouveau clou dans le cercueil de sa stabilité financière. Au fil du temps, la tension monte. Les tentatives de Lydgate pour innover en médecine se heurtent au scepticisme à peine voilé de ses confrères. L'establishment médical conservateur de Middlemarch fait front contre lui, tel un rempart inébranlable. À la maison, l'atmosphère est électrique. Les goûts dispendieux de Rosamonde se heurtent aux revenus en baisse de Lydgate. Leur dispute éclate comme un orage dans leur demeure trop vaste, chaque mot frappant au cœur de leur union. Il faut faire des économies, Rosamonde, plaide Lydgate, la voix rauque de frustration. On ne peut pas continuer ainsi, mais Rosamonde se détourne, le menton relevé. Je ne vivrai pas comme une misérable, Tertius. Je suis une Vinci, j'ai un certain standing à maintenir. Alors que leurs dettes s'accumulent, Lydgate se noie dans les soucis financiers. Sa fierté, jadis inébranlable, plie sous le poids des circonstances, le forçant à chercher de l'aide. Dans un moment de désespoir, il se tourne vers M. Bulstrode, une décision qui plane au-dessus de lui comme une épée de Damoclès. Le poids de l'emprunt l'écrase, le faisant ployer sous ce fardeau invisible. Pendant ce temps, le ressentiment de Rosamonde grandit, étouffant l'amour qui les unissait. En cachette, elle écrit à sa famille, son écriture élégante dissimulant la détresse de ses appels à l'aide. Chaque lettre est une trahison, sapant l'autorité de Lydgate. Leurs querelles deviennent quotidiennes. Les mots fusent entre eux, touchant toujours leur cible. « Vous m'aviez promis une vie confortable et respectable », s'écrie Rosamonde, les yeux embués. Au lieu de cela, je me retrouve marié à un homme incapable de m'offrir le minimum. Lydgate, le visage creusé par l'inquiétude, rétorque. « Et toi, tu avais promis de me soutenir, pour le meilleur et pour le pire. Où est ce soutien maintenant, quand j'en ai le plus besoin ?» Les rumeurs enflent à Middlemarch à mesure que leur discorde s'aggrave. Les ragots se répandent comme une traînée de poudre, attisant les flammes. Lydgate se retrouve pris dans un tourbillon de tourments personnels et professionnels, sa réputation ternie par ce mariage même qu'il croyait source de bonheur. Le médecin autrefois prometteur arpente désormais les rues de Middlemarch tête basse, le poids de ses problèmes visible à chaque pas. Ses rêves de réforme médicale s'évanouissent, ne laissant que l'amertume de la déception et la dure réalité d'un mariage croulant sous le poids des attentes déçues. Un soir, alors que Lydgate est assis dans son bureau, la tête entre les mains, un messager apporte une note urgente. Son contenu lui glace le sang. Édouard Casaubon est mort subitement, et des rumeurs circulent déjà sur une étrange clause de son testament. Lydgate sent un frisson le parcourir, pressentant que ce revirement inattendu aura de lourdes conséquences pour tout Middlemarch, y compris pour lui-même et Rosamonde. La mort soudaine d'Édouard Casaubon bouleverse tout. Son testament, assorti d'une clause cruelle, va changer la donne. La nouvelle du décès de Casaubon se propage dans Middlemarch comme une traînée de poudre, colportée par des chuchotements et des regards inquiets. Mais c'est le contenu de son testament qui fait vraiment jaser, un scandale trop juteux pour être tu. Dorothea, à peine 21 ans et déjà veuve, se retrouve au cœur d'une tempête de ragots et de spéculations. La grande demeure dont elle hérite désormais plane au-dessus d'elle, ses ombres renfermant les secrets d'une vie inaccomplie. Debout près de la fenêtre du bureau de feu son mari, Dorothea effleure la vitre froide. Le monde extérieur baigne dans la douce lumière du printemps naissant, en contraste saisissant avec le tumulte qui agite son cœur. La brise porte le parfum des fleurs épanouies, rappel cruel des nouveaux départs qu'elle ne peut pleinement embrasser. Elle est libre, mais d'une certaine manière plus prisonnière que jamais. L'héritage considérable ressemble à une cage dorée, la clause restrictive du testament a un verrou qu'elle ne peut forcer. Si elle épouse ou il Ladislaw, elle perdra tout. Que faire murmure-t-elle dans la pièce vide, sa voix à peine audible par-dessus le tic-tac de la pendule. Le son semble la narguer, égrenant les instants de sa nouvelle captivité. Sir James Chetham et Celia, la sœur de Dorothea, arrivent plus tard, le visage empreint d'inquiétude. Le salon, jadis lieu d'études paisibles, ressemble maintenant à un tribunal où Dorothea est accusée de crimes qu'elle n'a pas encore commis. L'air est chargé de jugement tacite et d'inquiétude mal dissimulée. « Ma chère », commence Sir James, d'une voix douce mais ferme,
Vous devez bien réfléchir à votre situation. La ville en parle déjà. Ces mots flottent dans l'air, lourds de sous-entendus. Célia, les yeux écarquillés d'inquiétude, tend la main à sa sœur. Le geste se veut réconfortant, mais pour Dorothea, il ressemble à une autre chaîne. Dorothea, je t'en prie. Pense à ta réputation. Oui, Ladislas. Enfin, tu sais ce qu'on dit de lui. Dorothea sent une étincelle de défi s'allumer en elle, une petite flamme qui lutte contre les attentes étouffantes qui l'enserrent. Et mon bonheur, alors demande-t-elle, la voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Serais-je à jamais lié par la jalousie d'un homme qui n'est plus? Le silence qui suit est assourdissant, comme un épais rideau étouffant tout espoir de compréhension. Dorothea se détourne, son regard se posant sur un portrait de Casaubon. Même mort, ses yeux semblent la suivre, lui rappelant sans cesse les choix qui s'offrent à elle. Le regard peint ne contient ni chaleur ni amour, seulement le calcul froid d'un homme déterminé à régir son destin depuis l'au-delà. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, où Ladislas fait les 100 pas dans son modeste logement, tel un lion en cage. La nouvelle du testament lui est parvenue, accompagnée d'un raz-de-marée d'émotions qu'il peine à contenir. Ses sentiments pour Dorothea, qui n'était qu'une braise, menacent maintenant de se transformer en brasier. Mais l'honneur, cette épée à double tranchant, l'oblige à agir contre les désirs de son cœur. Dans un lourd soupir, où il commence à rassembler ses maigres effets. Chaque objet qu'il met dans son sac est comme un morceau de son cœur qu'on lui arrache. Il va quitter Middlemarch, suivre sa propre voie, ce faisant, libérer Dorothea du fardeau de sa présence. En pliant une chemise élimée, il s'autorise un moment de faiblesse, imaginant une vie où les circonstances seraient différentes, où l'amour pourrait s'épanouir sans les épines acérées des conventions sociales. De retour au domaine Casaubon, Dorothea se réfugie dans le jardin, cherchant du réconfort parmi les fleurs. Le doux parfum des roses se mêle à l'odeur terreuse de la terre fraîchement retournée, évoquant le renouveau perpétuel de la vie. Elle cueille un pétale sur un buisson voisin, sa texture veloutée contrastant vivement avec les aspérités de sa nouvelle réalité. « Est-ce là ma vie » songe-t-elle à voix haute, ses mots emportés par une légère brise. La richesse et le rang au détriment de mes propres désirs. Le jardin, autrefois havre de paix, ressemble désormais à une autre prison magnifiquement ornée. Le testament restrictif plane dans son esprit comme un nuage sombre, jetant une ombre sur tout projet d'avenir. C'est plus qu'un simple document juridique, c'est le symbole des chaînes invisibles qui entravent les femmes dans leur société, un rappel brutal de la façon dont la richesse et le pouvoir peuvent s'étendre au-delà de la tombe pour régir les vivants. Alors que le soleil décline, peignant le ciel de teintes orangées et roses, Dorothea regagne la maison. Chaque pas lui semble plus lourd que le précédent, comme si le poids de ses décisions l'attirait physiquement vers le sol. La façade imposante du domaine, jadis source de fierté, semble maintenant la narguer par son opulence. À l'intérieur, elle s'arrête devant un miroir dans le couloir. La jeune femme qui lui fait face lui paraît à la fois familière et étrangère, veuve à 21 ans, héritière d'une fortune, et pourtant plus démunie qu'elle ne l'a jamais été. Le reflet vacille, comme si l'image même de la jeune femme était incertaine, hésitant entre la personne qu'on attendait et celle qu'elle aspire ardemment à devenir. Dorothea se détourne du miroir, sa détermination se renforçant à chaque instant. Le testament restrictif est peut-être l'ultime acte de contrôle de Casaubon, mais elle est résolue à ce que son histoire ne s'arrête pas là. Tandis qu'elle monte l'escalier menant à ses appartements, une nouvelle question germe dans son esprit, une question qui façonnera les jours à venir. Quelle est la véritable valeur de la richesse et du rang lorsqu'on les mesure à l'aune du bonheur et de l'épanouissement personnel? Alors que la nuit tombe sur Middlemarch, la ville bruise d'un nouveau potin. Fred Vincy, connu pour sa légèreté, s'est mis dans de beaux draps. Des rumeurs de dettes impayées et d'un prêt cosigné parviennent aux oreilles de Dorothea, présageant une tempête à l'horizon, une tempête qui menace d'emporter non seulement Fred, mais aussi ses proches. L'imprudence de Fred Vincy l'a mené sur une pente glissante. Son incapacité à rembourser un prêt cosigné par M. Garth avait plongé la famille Garth dans la tourmente financière. Le poids de ses actes planait dans l'air, aussi lourd et oppressant que la brume matinale recouvrant les champs de Middlemarch. Mary Garth se tenait à la fenêtre, ses doigts traçant machinalement des motifs sur la vitre froide. Elle observait son père, Caleb, traverser la cour d'un palace, les épaules voûtées sous un fardeau invisible. La menace d'une ruine imminente creusait des sillons profonds sur son visage buriné par le temps, un spectacle qui serrait le cœur de Mary. Elle ferma les yeux, tentant de chasser l'image de Fred, l'air abattu, avouant son échec, mais celle-ci persistait obstinément. La maison des Garth, jadis un havre de chaleur et de rire, semblait maintenant étouffée par des soucis inavoués. Chaque craquement du plancher semblait murmurer des dettes impayées et une confiance brisée.
L'air était chargé de crainte et de déception. Dans la cuisine, la mère de Mary s'affairait, le bruit des casseroles masquant à peine ses sanglots silencieux. Le rythme du couteau sur la planche à découper résonnait comme un compte à rebours vers un avenir incertain. Pendant ce temps, Fred errait dans les rues de Middlemarch tel un fantôme, hanté par les conséquences de ses actes. Les pavés sous ses pieds lui semblaient instables, à l'image du tumulte qui régnait dans son esprit. Le poids de la culpabilité l'accablait, chaque pas lui rappelant la douleur qu'il avait causée. Les passants détournaient le regard, leur chuchotement le suivant comme une ombre tenace. Le jeune homme autrefois insouciant portait désormais le fardeau de la honte, ses beaux vêtements flottant sur sa silhouette amaigrie. Alors que le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes ambrées et rosées, Fred se trouvait à la croisée des chemins. La voix des plaisirs futiles s'étendait devant lui, familière et tentante, murmurant des promesses de confort facile et d'oubli. Mais à sa droite, un chemin plus ardu l'appelait, celui du labeur et de la rédemption. Parsemé d'embûches, il brillait néanmoins d'une lueur d'espoir. Le cœur battant, les mains moites, Fred fait son choix. Tremblant, il frappe à la porte des gardes. Le son résonne dans la rue silencieuse, semblant ébranler les fondations même de Middlemarch. Caleb ouvre, son expression mêlant méfiance et espoir. « Monsieur Gart, commence Fred, sa voix à peine audible, brisée par l'émotion. Je veux apprendre l'agriculture, je veux réparer mes torts. » Les jours suivants sont un baptême du feu pour Fred. Ses mains délicates de fils de bonne famille deviennent calleuses et fortes, chaque ampoule étant un insigne d'honneur. Il se lève avant l'aube, le chant du coq remplaçant son réveil, l'arrachant à ses rêves d'échec et de rédemption. L'odeur de la terre et de la sueur honnête remplace le parfum tenace du vin et des cigares qui s'accrochaient autrefois à lui. Mary observe de loin, le cœur partagé entre des émotions contradictoires. La fierté devant les efforts de Fred se heurte au souvenir des déceptions passées. Elle le regarde travailler dans les champs aux côtés de son père, sa chemise collée au dos par la sueur. Le soleil bronze sa peau et la détermination durcit sa mâchoire. Ses ongles, autrefois soignés, sont maintenant terreux, témoignage visible de sa transformation. La famille de Fred réagit avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Fermier !» s'exclame sa mère, sa voix montant dans les aigus, ses mains s'agitant comme des oiseaux effarouchés. « Mais mon chéri, qu'en est-il de ton avenir ?» L'atmosphère du salon se charge de tension tandis que Fred se contente de secouer la tête, le souvenir du regard déçu de Mary renforçant sa résolution. Le tintement des tasses en porcelaine fine semble se moquer de la simplicité de sa nouvelle vie. Au fil des semaines et des mois, la métamorphose de Fred devient évidente pour tous. À la lueur d'une lampe, il étudie des traités d'agriculture, les sourcils froncés par la concentration, les doigts suivant les lignes des schémas de rotation des cultures. Il boit les paroles de Caleb, absorbant son savoir comme une terre assoiffée boit la pluie. Peu à peu, le scepticisme dans les yeux des autres fermiers cède la place au respect. Le hochement de tête sur la place du marché deviennent pour Fred une monnaie plus précieuse que l'or. Mary se surprend à observer Fred de plus en plus souvent, remarquant la nouvelle force de ses bras, l'assurance tranquille de son attitude. Pourtant, elle garde son cœur en réserve, se gardant d'espérer trop vite. Leurs conversations, autrefois légères et insouciantes, sont maintenant teintées d'une tension sous-jacente, un mélange d'attirance et d'incertitude. Chaque mot semble peser, chargé de sentiments inavoués et des fantômes des erreurs passées. Les nouvelles responsabilités de Fred s'étendent au-delà des champs. Il tient des comptes méticuleux, chaque centime étant soigneusement examiné. Le grattement de sa plume dans le grand livre tard dans la nuit devient une berceuse de rédemption. Le garçon insouciant qui avait joué son avenir devient un homme qui comprend la valeur de chaque sou durement gagné. Alors que l'automne par la campagne de riches teintes dorées et rouges, Fred se tient au milieu d'un champ de blé mûrissant. Les fruits de son labeur ondulent doucement dans la brise, témoins de sa croissance. Mary, passant par là en route vers le village, s'arrête pour l'observer. Un instant, leurs regards se croisent à travers la mer de blé et une étincelle de compréhension passe entre eux. L'air vibre de possibilités inexprimées. Le chemin de Fred vers la rédemption est loin d'être achevé, mais alors qu'il contemple la silhouette de Mary qui s'éloigne, l'espoir fleurit dans sa poitrine comme les premières pousses du printemps. Il a fait les premiers pas pour devenir un homme digne de l'amour et du respect de Mary. Avec une détermination renouvelée, il se remet au travail, prêt à affronter tous les défis à venir. Alors que le soleil se couche sur une nouvelle journée de labeur honnête, Fred rentre en ville, l'esprit rempli de projets d'avenir. Mais en tournant au coin de la rue près de la banque, il aperçoit Nicolas Bulstrode, l'éminent banquier de la ville, en pleine conversation à voix basse avec un inconnu. L'expression de peur sur le visage habituellement impassible de Bulstrode glace le sang de Fred. Quel secret peut bien faire trembler un homme aussi puissant?
Et comment cela pourrait-il affecter l'équilibre fragile de la société de Middlemarch que Fred commence à peine à comprendre? Nicolas Bulstrode, éminent banquier de Middlemarch, dissimulait depuis longtemps un lourd secret derrière sa façade pieuse. Aujourd'hui, alors que ses méfaits passés menacent de refaire surface, il se trouve au bord du gouffre, risquant de tout perdre. L'atmosphère de Middlemarch se charge de tension, à l'instar de la tempête qui gronde dans le cœur de Bulstrode. Chacun de ses pas sur les pavés lui donne l'impression de marcher sur des œufs, le poids de ses secrets menaçant de faire céder le sol sous ses pieds. C'est alors que surgit John Raffles, tel un fantôme issu des ombres du passé de Bulstrode. Son sourire complice et ses yeux pétillants de malice font frissonner Bulstrode. Raffles traîne avec lui les relents d'alcool bon marché et le fardeau des péchés de Bulstrode, un héritage scandaleux et un lien avec un homme assassiné. Tandis que Raffles commence à défaire la trame soigneusement tissée de Bulstrode, l'univers du banquier s'effondre. La vérité est aussi laide qu'accablante. Les mains de Bulstrode tremblent au souvenir de son mariage avec sa première femme, sachant pertinemment qu'elle était l'héritière d'une fortune bâtie sur le malheur des désespérés, une activité de prêteur sur gage qu'il jugeait moralement répugnante. Pourtant, tel un serpent muant, il avait utilisé cet argent pour devenir le banquier respectable que la ville connaissait aujourd'hui. Le désespoir étreint la poitrine de Bulstrode, qui respire par à-coups, tandis que les menaces de Raffles planent dans l'air comme un orage imminent. Il tente d'acheter son silence à coups de liasses de billets et de promesses mielleuses, mais Raffles est un puissant fond d'avidité et de méchanceté. Chaque jour, la situation lui échappe davantage, le rapprochant inexorablement de sa perte. Le destin, semble-t-il, lui réserve un dernier tour cruel. Raffles, le visage émacié et ravagé par des années d'alcoolisme, tombe malade et se retrouve à la porte de Bulstrode. Face à son bourreau, une terrible opportunité se présente. La pièce paraît s'assombrir, l'air devient lourd et oppressant tandis qu'un plan germe dans l'esprit de Bulstrode. Par quelques mots soigneusement choisis au docteur Lydgate, qui ne se doute de rien, Bulstrode entrevoit la possibilité de faire taire Raffles à jamais. Le poids de sa décision pèse lourdement, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un glas. Lydgate, inconscient des machinations en cours, suit les instructions de Bulstrode. Cette nuit-là, Raffles s'éteint dans l'obscurité, emportant dans la tombe les secrets de Bulstrode. Mais les secrets ont la fâcheuse tendance à remonter à la surface, tels des cadavres émergeants de tombes peu profondes. Bientôt, la vérité éclate comme une digue qui cède, inondant Middlemarch de ses eaux putrides. La ville est ébranlée par la révélation, le choc se propageant dans la communauté comme une onde dans un étang paisible. Les fidèles et les associés de Bulstrode lui tournent le dos, leur visage exprimant dégoût et trahison. La chute du banquier est aussi rapide qu'impitoyable. Il est contraint de démissionner de ses postes à responsabilité, chaque démission étant un clou de plus dans le cercueil de sa réputation. Le scandale provoque une onde de choc dans la communauté, poussant les gens à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la moralité et la respectabilité. Les voisins chuchotent derrière les portes closes, les amis deviennent des étrangers et les fondements mêmes de la société de Middlemarch semblent vaciller. Pourtant, au cœur de cette tempête, un unique phare de loyauté brille. Harriet Bulstrode, le visage marqué par la douleur mais la détermination inébranlable, reste aux côtés de son mari disgracié. Son pardon chrétien contraste fortement avec les jugements qui pleuvent de toutes parts, tel un havre dans la tourmente de l'opinion publique. Alors que la poussière commence à retomber, Nicolas et Harriet Bulstrode font leur bagage, se préparant à quitter la ville qui fut leur foyer. Le froissement des étoffes et le bruit sourd des malles remplis emplissent leur ancienne demeure, désormais aussi vide que l'ancienne réputation de Bulstrode. Ils quittent Middlemarch à la faveur de l'obscurité, tels des voleurs dans la nuit, pour se retirer dans une vie d'isolement et de repentir. Tandis que leur voiture s'éloigne, les roues crissant sur le gravier, Bulstrode jette un dernier regard sur la ville qu'il a jadis dominée. Le poids de ses péchés l'accable, plus lourd que n'importe quel coffre ou valise. Mais alors que les Bulstrode s'évanouissent dans la nuit, les remous de leur scandale continuent de se propager. Dans l'ombre de Middlemarch, le monde d'un autre homme est sur le point de basculer. Tertius Lydgate, inconscient de la tempête qui s'annonce, dort d'un sommeil agité, ses rêves hantés par le spectre de John Raffles et le fantôme de sa propre complicité involontaire. Le monde de Tertius Lydgate s'effondre comme un château de cartes. Son implication dans le scandale Bulstrode est désormais de notoriété publique, assombrissant son avenir autrefois prometteur. Le cabinet de Lydgate, jadis animé, est maintenant aussi silencieux qu'un cimetière. L'atmosphère est chargée d'accusations tacites, et les chaises vides témoignent cruellement de la volatilité de la fortune à Middlemarch. Dans les rues, Lydgate sent les regards des habitants lui brûler le dos. Les murmures le poursuivent comme son ombre, chaque conversation étouffée semblant enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de sa réputation. « Tu as entendu ?
Ces mots semblent résonner à chaque coin de rue, portés par un vent de malveillance. Lydgate aurait touché un pot de vin de Bulstrode pour laisser mourir ce pauvre rafle. L'accusation lui colle à la peau comme une odeur nauséabonde, indélébile malgré ses tentatives d'explication. À l'hôpital, les couloirs autrefois familiers lui paraissent interminables et hostiles. Ses collègues, qui l'accueillaient naguère chaleureusement, détournent à présent le regard, leur silence plus assourdissant que n'importe quelle insulte. Le poids de leur jugement l'écrase, chaque pas lui donnant l'impression de s'enliser. Les mains tremblantes, il rédige sa lettre de démission. Le bruit de la plume sur le papier résonne comme le glas de ses ambitions. Chaque mot est une trahison des idéaux qui l'animaient jadis. Même chez lui, Lydgate ne trouve aucun répit face à la tempête de l'opinion publique. Rosamonde, sa femme, est devenue le rappel constant de ses échecs. Ses yeux, autrefois admiratifs, ne reflètent plus que déception et crainte. L'atmosphère entre eux est électrique, leurs échanges se résumant à des accusations amères et des récriminations larmoyantes. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» La voix de Rosamonde tremble, mêlant colère et désespoir. « Nous sommes ruinés, Tertius. Ruinés !» Ces mots le blessent plus profondément que n'importe quel scalpel, laissant des plaies qu'il craint de ne jamais voir cicatriser. Alors que les jours se succèdent, l'appel de Londres se fait de plus en plus pressant. La capitale promet l'anonymat, une chance de repartir à zéro. Mais l'idée de quitter Middlemarch, d'admettre sa défaite, remplit Lydgate d'un désespoir aussi vaste que la nuit noire. Ses grands idéaux de réforme médicale lui apparaissent désormais comme des étoiles lointaines, froides et inaccessibles. Les dures réalités de la politique provinciale et la nature versatile de l'opinion publique ont éteint cette flamme autrefois si vive, ne laissant que des cendres fumantes de ce qui aurait pu être. Lydgate se trouve à la croisée des chemins, le poids de sa décision l'écrasant comme une chape de plomb. Rester et lutter contre la marée implacable des ragots et des soupçons, ou fuir dans l'anonymat de la grande ville. Ses épaules s'affaissent sous le fardeau du choix, son front se creuse de rides d'inquiétude qui semblent s'approfondir d'heure en heure. Depuis la fenêtre de son bureau, Lydgate contemple la ville qu'il avait jadis espéré améliorer. Les rues et les bâtiments familiers lui semblent désormais étrangers et hostiles, lui rappelant sans cesse sa disgrâce. La fragilité du statut social, le pouvoir destructeur des rumeurs, les obstacles rencontrés par ceux qui osent innover, toutes ces dures vérités tourbillonnent autour de lui comme une tempête, menaçant d'emporter les derniers vestiges de sa détermination. Entouré de traités médicaux qui semblent maintenant se moquer de ses ambitions, Lydgate traverse une crise d'identité à la fois personnelle et professionnelle. L'homme qui était arrivé à Middlemarch plein d'espoir et de grands projets est sur le point d'en partir, désabusé et vaincu. Alors que le soleil décline, projetant de longues ombres sur son bureau, Lydgate entend frapper doucement à la porte d'entrée. Son cœur s'emballe, se demandant qui ose encore lui rendre visite en ces temps sombres. Par la fenêtre, il aperçoit une silhouette familière, Dorothea Casaubon, dont les jupes bruissent doucement tandis qu'elle attend sur le seuil. Que peut-elle bien vouloir? Sa présence apportera-t-elle le salut ou une nouvelle condamnation? Les jupes de Dorothée bruissent doucement tandis qu'elle se dirige vers la demeure de Rosamonde. Son esprit est en ébullition, ses pensées et émotions tourbillonnant comme des feuilles d'automne dans une bourrasque. Les rues pavées de Middlemarch semblent murmurer des commérages, chacun de ses pas résonnant du poids de sa mission. Elle est résolue à soutenir Rosamonde, et par extension, Lydgate, malgré les rumeurs qui flottent dans l'air comme une brume matinale. En approchant de la maison, un frisson lui parcourt l'échine. Quelque chose cloche. Les rideaux sont tirés, occultant le soleil de l'après-midi, et un silence inquiétant plane, rompu seulement par le croassement lointain d'un corbeau. Dorothée hésite un instant, le cœur battant. Elle lève la main pour frapper, ses phalanges effleurant à peine le bois lorsque la porte s'ouvre dans un grincement qui semble résonner jusqu'à ses os. Le temps s'arrête. Là, dans la pénombre du salon, se tiennent Rosamonde et Will Ladislow, enlacés dans une étreinte éloquente. Le choc frappe Dorothée comme un coup physique, lui coupant le souffle. Elle recule en titubant, sa vision se brouillant tandis que son monde bascule. Le sol semble se dérober sous ses pieds et elle s'agrippe au chambranle pour garder l'équilibre. Le retour vers Louis n'est qu'une succession floue de chants verdoyants et de rayons dorés qui semblent narguer sa douleur. Le cœur de Dorothée, naguère plein d'espoir, est maintenant en miettes. Elle se réfugie dans sa chambre, cherchant du réconfort dans son environnement familier. Le doux tic-tac de la pendule marque le passage des heures tandis qu'elle reste immobile, contemplant le domaine par la fenêtre. Les jours passent dans un brouillard d'émotions contradictoires. Dorothée arpente les couloirs de Louis, ses pas résonnant dans les pièces vides comme l'écho de son tourment intérieur. La douleur de la trahison se heurte à son désir inné de voir le meilleur chez les autres. Elle se retrouve devant le portrait de son défunt mari, cherchant en vain des réponses dans ses traits austères.
Pourtant, même dans ses moments les plus sombres, la générosité de Dorothée ne faiblit pas. Tel un phénix renaissant de ses cendres, sa compassion pour Lydgate s'intensifie. La décision lui vient dans le calme de la nuit, comme une lueur dans l'obscurité de son désespoir. Elle offrira à Lydgate une aide financière, une bouée de sauvetage en ces temps difficiles. Les mains tremblantes, Dorothée rédige une lettre, le grattement de la plume sur le papier formant un rythme apaisant dans le silence de son bureau. Elle propose 1000 livres sterling aux médecins en difficulté, pesant chaque mot. En scellant l'enveloppe d'une goutte de cire écarlate, elle sent un poids s'envoler. Cet acte de bonté, né de sa propre souffrance, témoigne de son courage moral et de sa volonté de défier les conventions sociales. La réponse à son offre est rapide et inattendue. Oui, Ladislas arrive à Louic, son arrivée annoncée par le claquement des sabots sur l'allée gravillonnée. Le cœur de Dorothée bondit à sa vue, ses yeux brillant d'une intensité à la fois exaltante et terrifiante. Leur conversation, trop longtemps différée, éclate comme un orage dans le salon. Les mots fusent, les explications sont données, les malentendus dissipés comme des toiles d'araignée lors d'un grand ménage. Tandis que Louis parle, d'une voix grave et pressante, Dorothée sent les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur s'effondrer. La vérité sur ce dont elle avait été témoin ce jour fatidique émerge, un malentendu né des circonstances. À chaque mot, un flot d'émotions longtemps réprimées déferle en elle comme une rivière rompant ses digues. L'amour, pur et indéniable, la submerge, la laissant haletante et étourdie par son intensité. À cet instant, Dorothée voit sa vie se déployer devant elle comme deux chemins divergents dans une forêt. L'un mène à la sécurité, à la richesse et à l'approbation sociale, une vie de confort tranquille et de respectabilité. L'autre, plus sauvage et moins fréquenté, promet l'amour, la passion et l'accomplissement de ses désirs les plus profonds. C'est un chemin incertain, mais qui appelle son âme. Avec une clarté qui la surprend elle-même, Dorothée fait son choix. Les mots jaillissent de ses lèvres comme une déclaration d'indépendance, chaque syllabe étant un pas vers un avenir qu'elle trace elle-même. Elle renonce à l'héritage de Casaubon, à la fortune et au statut social pour saisir la chance d'un vrai bonheur avec Louis. L'ampleur de sa décision flotte entre eux, palpable, vibrant de possibilités. La nouvelle de la décision de Dorothée se répand dans Middlemarch comme une traînée de poudre, portée par le vent et chuchotée autour des tables de thé. Les murmures se transforment en exclamations de choc et de désapprobation. Sa famille et ses amis, qui espéraient un mariage plus conventionnel, sont ébranlés. Les fondements même de leur société semblent trembler face à l'audace de son choix. Mais Dorothée reste inébranlable, sa détermination aussi solide que les vieilles pierres de Louic. En préférant l'amour à la richesse matérielle, elle rejette les principes mêmes sur lesquels la société de Middlemarch est bâtie. Son sacrifice n'est pas seulement une question de fortune et de position, mais une déclaration audacieuse contre les valeurs matérialistes qui ont longtemps régi son monde. Alors que le soleil se couche sur cette journée tumultueuse, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Dorothée se tient à la fenêtre de sa chambre. Elle contemple le vaste domaine qui ne sera bientôt plus le sien, le paysage familier désormais empreint d'une beauté douce amère. Un sourire se dessine sur ses lèvres, car elle sait qu'en perdant tout, elle a gagné quelque chose de bien plus précieux. L'avenir est incertain, mais pour la première fois de sa vie, Dorothée se sent vraiment libre. Alors que la nuit tombe et que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel velouté, un remue-ménage dans la cour en contrebas attire l'attention de Dorothée. En jetant un coup d'œil, elle voit un carrosse arriver dans un tourbillon d'activité. Son cœur s'emballe lorsqu'elle reconnaît la personne qui en descend. Fred Vincy, tout rouge et agité. Quelle nouvelle peut-il apporter à cette heure tardive? Et comment cela affectera-t-il l'équilibre délicat de son nouveau bonheur? L'histoire d'amour de Fred Vincy et Mary Garth s'est conclue dans la joie au son des cloches nuptiales. Leur relation s'est épanouie au fil du temps, nourrie par l'évolution personnelle de Fred et son nouveau dévouement à une carrière agricole. Dans l'air vif de l'automne, le parfum de la terre fraîchement retournée et des fleurs de pommier embaument l'atmosphère tandis que les jeunes mariés s'installent dans leur charmant cottage, en bordure de Middlemarch. Les murs blanchis à la chaux resplendissent sous la douce lumière du soleil et le toit de chaume bruise doucement sous la caresse de la brise, symbole modeste mais heureux de leur nouvelle vie commune. Les mains de Fred, jadis douces et immaculées, portent désormais les marques d'un labeur honnête. Son visage, hâlé et marqué par les longues journées passées dans les champs, se plisse de rire lorsqu'il travaille aux côtés de Caleb Garth. Chaque jour apporte son lot de défis et d'enseignements, et Fred absorbe le savoir comme une éponge, sa soif d'apprendre rivalisant avec celle d'une terre assoiffée. Mary, toujours pragmatique et vive d'esprit, a transformé leur cottage en un havre de paix chaleureux. L'arôme du pain tout juste sorti du four flotte dans les pièces, se mêlant au parfum terreux des herbes qui sèchent aux poutres. Sa présence constante apaise les doutes occasionnels de Fred,
ses remarques perspicaces dissipant ses inquiétudes comme neige au soleil. À des lieues de là, dans le vaste domaine de Freshit, un bonheur inattendu s'épanouit pour Sir James Chatham et Celia, la sœur de Dorothea. Les couloirs, autrefois mornes, résonnent désormais des pas précipités et des éclats de rire des enfants. Les tapisseries ornées et les sols en marbre témoignent d'une joie que Sir James n'aurait jamais cru possible après sa déception amoureuse pour Dorothea. Aujourd'hui, il contemple Celia avec des yeux emplis d'émerveillement et de gratitude, s'étonnant des caprices du destin qui les ont réunis. Pendant ce temps, Dorothea et Will Ladislow se lancent dans leur propre aventure, troquant le cocon familier de Middlemarch contre l'effervescence des rues londoniennes. Leur modeste appartement, loin du faste du manoir de Louis, bourdonne d'énergie et d'ambition. L'air est chargé de l'odeur de l'encre et du papier, où il s'étant lancé dans le journalisme progressiste, sa plume devenant une épée au service de la justice sociale. Les yeux de Dorothea pétillent de passion tandis qu'elle poursuit son œuvre philanthropique, tissant une toile d'espoir pour les plus démunis. Les contraintes financières du couple sont comme un fil sur lequel ils avancent ensemble, chaque pas étant prudent mais exaltant. Leurs idéaux partagés et leur amour profond font office de filet de sécurité, les rattrapant à chaque faux pas. Le tintement des pièces dans leur modeste bourse leur rappelle constamment le chemin qu'ils ont choisi, mais la richesse de leur but commun l'emporte largement sur tout manque matériel. À Middlemarch, un vent glacial de changement souffle sur la ville tandis que Tertius Lydgate et Rosamond font leur bagage. Leur mariage, autrefois prometteur, ressemble désormais à un vase délicat constamment sur le point de se briser. L'atmosphère de leur maison est lourde de non-dits et de rêves étouffés alors qu'ils cherchent un nouveau départ dans une ville plus grande. Dans leur nouvel environnement, Lydgate connaît un succès modéré en tant que médecin, ses mains habiles apportant la guérison à de nombreux patients. Pourtant, dans les moments de calme entre les consultations, le fantôme de ses rêves de recherche abandonnés le hante, un murmure constant de « et si » qui résonne dans son esprit. Rosamond, plus belle que jamais, reste un papillon prisonnier d'un bocal, ses ailes battant contre le verre de sa condition. Les façades étincelantes de la ville ne font que souligner la ternissure de leurs espoirs autrefois brillants. Nicolas Bulstrode et Harriet se sont soustraits au jugement de la société de Middlemarch, cherchant le réconfort dans une vie discrète, à l'abri des regards indiscrets. Le poids des actions passées pèse lourdement sur leurs épaules, tandis qu'ils remplissent leur journée de prière et de réflexion. Le froissement des pages de la Bible et le doux murmure des prières de repentir sont devenus la bande-son de leur existence, chacun cherchant une paix qui semble toujours hors de portée. La famille Gart continue de faire battre le cœur de Middlemarch. L'éthique de travail irréprochable de Caleb et la sagesse de Mary agissent comme une boussole, guidant la communauté à travers les périodes de changement et d'incertitude. Leur maison est un phare de chaleur et de bon sens, où l'arôme des ragoûts copieux et des tartes tout juste sorties du four attire les voisins en quête de conseils ou simplement désireux de se réchauffer à la lueur d'une authentique gentillesse. Monsieur Brooke, autrefois aussi volage qu'une girouette, s'est trouvé transformé par les courants de changement qui balayaient sa famille et sa communauté. Il a repris les rênes de son domaine avec une détermination nouvelle, son engagement dans la politique locale n'étant plus un caprice mais une entreprise sérieuse. Il semble que le vieux briscard ait appris de nouveaux tours, sa voix ayant désormais du poids dans les réunions municipales et ses décisions étant le fruit d'une réflexion approfondie plutôt que d'une lubie passagère. Au fil des ans, les vies de ces habitants de Middlemarch ont continué à s'entrecroiser, leurs choix se répercutant comme des ondes à la surface d'un étang. Chaque décision, chaque triomphe et chaque revers ont tissé la trame de leur communauté, créant une tapisserie riche des nuances de l'expérience humaine. L'histoire de Middlemarch, à l'instar de la vie elle-même, est celle d'un changement perpétuel, d'une croissance personnelle et de l'impact profond que même les plus petits gestes peuvent avoir sur le monde qui nous entoure. En fin de compte, lorsque le soleil se couche sur une nouvelle journée à Middlemarch, projetant de longues ombres sur les champs que Fred a cultivés et les rues que Dorothea a arpentées, la ville demeure un témoignage de la puissance des liens humains et de la force inébranlable de l'esprit humain. Les murmures de leurs histoires flottent dans l'air, rappelant que chaque vie, aussi ordinaire qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de façonner le monde de manière visible et invisible.